bonjour et bienvenue. Je suis Sandrine Planck et vous écoutez Les Nouvelles Filles de la Campagne. 2 fois par mois, je vais à la rencontre de femmes qui, comme moi, ont changé de vie pour tenter l'aventure en ruralité. Ce qu'elles ont en commun ? Elles ont redoublé d'audace. Pourquoi ? Eh bien, en allant vivre à la campagne, et comme si ça n'était pas déjà un sacré défi, elles ont changé de métier, développé une nouvelle activité, un projet, une passion, voire adopté un nouveau mode de vie. Grâce à nos échanges, je vous révèle tout de leur arrivée en ruralité, de leur projet de départ, leur intention, de leur nouvelle vie qui les a transformées, de leur joie et par moments de leurs craintes. Je vous offre des témoignages motivants, rafraîchissants, qui vous feront, je l'espère, sourire, plaisir et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou simplement d'y réfléchir. Maintenant, je vous emmène dans ma campagne. Je m'étais noté, Isabelle, imagine une petite commune, petit village où l'accès aux soins est compliqué. Alors Isabelle, je pense que c'est un peu ton quotidien peut-être en tant que mère. Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ou à t'associer au projet Médicobus pour tes habitants ? Alors, ce projet Médicobus, c'est pas le mien personnellement, c'est un projet pour ça que j'ai dit associé. Initié par l'UDAF, l'Union des associations familiales, à l'origine, qui voulait monter ce projet, et ensuite la CPTS, donc Communauté professionnelle territoriale de santé. C'est incroyable le nombre de... Les acronymes. Mais je vais essayer d'être claire. Parce oui, que c'est bien, tu le dis, puis après tu fais la... Voilà. Et donc, l'ARS, l'Agence régionale de santé, a exigé que cette communauté professionnelle territoriale de santé gère tout ce qui était programmation médicale, prise de rendez-vous et la question des médecins, parce qu'il n'y a pas de médicobus sans médecins. Donc, j'ai cette grande chance de pouvoir être au conseil d'administration de la communauté professionnelle territoriale de santé c'est une nouvelle organisation des soins maintenant sur les territoires. C'est de la coordination entre tous les acteurs. Je suis la seule élue pour un très grand territoire. Donc, en connaissant bien tout le monde, j'ai pu être au cœur du projet et ma commune était tellement déficitaire au niveau de tous les indices de nombre de consultations aux médecins qu'elle a été proposée comme un passage régulier de ce médicobus. Donc, j'ai été vraiment très heureuse. Un peu comme le village pilote, le village test, c'est ça ? Alors, on a fait des tests en premier sur mon village et d'autres, puisqu'on a réparti sur plusieurs communes ces passages. On n'est pas les seuls à être dans ce cas-là. Donc, on est encore dans de l'expérimentation. C'est de l'expérimentation sur 3 ans. Encore aujourd'hui ? Oui, toujours, mais ce sera sur 3 ans. Après, on ne sait pas si ce sera pérennisé ou pas. Après, pour moi, c'est une solution sûrement transitoire, parce que vraiment, moi, je le dis tout le temps, même quand on parle de télémédecine, ce que j'aimerais mieux qu'on ait, c'est des médecins en chair et en os, plutôt que de les voir derrière les écrans ou de temps en temps dans un camion. J'aimerais mieux vraiment qu'on ait des gens installés et que ce soit plus facile. Une solution transitoire on va dire ça, parce que la situation est tellement grave. Mais partout, pas que chez nous. Alors, chez nous, c'était le 9e médicobus de France. À l'heure actuelle, il y en a 13. Donc, sur 100 qui étaient prévus dans le plan France Ruralité. Donc, c'est un grand honneur quand même de faire partie de la première dizaine de véhicules qui circulent. Maintenant, tu vas te présenter. Puis, je vais te dire bonjour Isabelle. Bonjour Sandrine. Je pense que les auditeurs et les auditrices savent de quoi on va parler plus particulièrement dans ton épisode, mais j'aimerais bien quand même que tu puisses te présenter, dire qui tu es, de quel territoire tu viens, de quelle ruralité tu viens. Alors moi, Isabelle Dugelet, j'ai 67 ans, je suis mariée et je suis mère de 3 grands-enfants, l'aîné à 40 ans, et grand-mère, 4 fois déjà, donc très très heureuse de tout ça et de profiter de mes petits-enfants, et... J'ai le souhait d'en profiter le plus possible parce que ça passe très vite. Une vie, c'est très court. Donc, je suis maire de la commune de La Grêle, dans le département de la Loire, mais je suis originaire de l'Isère. En fait, je suis arrivée dans la Loire un petit peu par hasard. Donc, je te coupe, mais la ruralité, ça fait partie de ta vie, de toute ta vie. Ah, mais moi, c'est ma vie. Il faut que j'ai de la terre sous mes semelles pour être bien, ou sous les ongles même, puisque moi, j'adore le jardinage, les fleurs, mes légumes, et j'ai un besoin viscéral de ce lien avec la terre. Donc, depuis que tu es toute petite, en tout cas, j'aime ça. Cohabites. Tu vis en ruralité. Et j'ai vécu 4 ans à Lyon et j'ai souffert beaucoup de la vie c'est vrai à la ville, de l'anonymat, en fait, au sein de la grande ville. Je n'ai jamais été aussi seule qu'au cœur de la ville. J'étais jeune, j'avais laissé tous les amis que j'avais pour les études. On n'avait pas les moyens de communication qu'on a à l'heure actuelle. Aujourd'hui, c'est différent. Voilà, c'était bien différent. Et en fait, c'est là où j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari. Tu vois, il y a quand même des bonnes choses.
Voilà, de temps en temps, ça arrive. Et c'est lui qui m'a ramenée un petit peu plus près de chez lui, voilà. Et c'est comme ça que nous nous sommes Ah, c'est comme ça que établis tu as atterri du à côté la de Grêle. Roanne. Voilà, c'est ça. Donc la La Grêle, Grêle, R-E-S-L, Gressle, c'est ça. se situe à côté de À Roanne. 25 kilomètres de Roanne, mais on est limitrophe du département du Rhône. Mais vraiment, on touche, nous, derrière la colline, c'est le Rhône déjà. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la Grêle. Alors, pour l'anecdote, et c'est drôle, et mon mari ne m'en voudra pas, la première fois que je suis allée à la Grêle, c'était pour le mariage d'une de ses cousines. Et je nous vois encore circuler en voiture sous les sapins en arrivant au village, avec la vue sur le village. Et on parle de la commune et il me dit, mais tu sais, ce village, on n'y vient jamais parce que c'est vraiment des ploucs qui habitent ici. Et je me suis retrouvée mère des ploucs. Et alors moi, j'en suis tellement fière C'est toi la maintenant. mère des ploucs aujourd'hui? Je suis la mère des ploucs. Et c'est l'anecdote, parce que c'est vrai que c'était un village qui vivait un peu sur lui-même, où les gens, quand on est arrivé, nous, il y a plus de 40 ans, il y avait assez peu d'ouverture sur les autres communes. On était la première famille à l'école à ne Là, tu pas parles de avoir. quelle période à peu près? En 1983, on s'est installé et on a eu notre premier enfant en 85. Donc, il est allé à l'école en 87, 88. On était la première famille à ne pas avoir quelqu'un de sa famille sur place à l'école, ne serait-ce que pour récupérer les enfants à la sortie de l'école. Il n'y avait pas de périscolaire, ni de cantine à midi, parce que les gens me disaient, mais il y a toujours quelqu'un, des grands-parents, une D'accord. tante, un tonton pour venir chercher les enfants. Non, moi, j'avais personne. Donc, c'est comme ça un petit peu que je me suis engagée, parce qu'on a construit un périscolaire avec Ah d'accord, d'autres donc ça, c'est familles ton premier pas, dans la commune. dans la commune. C'est comme ça, en tout cas, que Voilà, ça s'est mis en ça s'est fait place? comme ça. On s'est dit, on peut pas rester comme ça sans ce service qui est essentiel. Donc, on a monté une association. On a tout créé petit à petit. On a employé ce qu'on appelait les emplois aidés à l'époque. Alors, les Mmh. TUC, les CES, Mmh, mmh. enfin bon, tous ces emplois d'insertion, on va dire. Et les enfants, même tout au début, emmenaient leur gamelle à midi pour pouvoir manger à la cantine ensemble. Et puis, on a créé tout ça. Ça a été ma première action vraiment au cœur du village, qui a apporté un certain soulagement. Après, on a monté un club de gymnastique pour les femmes. On a fait un Plein de certain choses. nombre de choses. Et Voilà. excuse-moi, je te coupe, mais tu es mère de, on dit la Grêle, hein? On Oui, dit la pas grêle. Grêle, hein, Oui, de la la grêle. Grêle. Depuis combien de temps? Alors, moi, je suis maire que depuis 2014, mais je suis élue au conseil municipal depuis 1995. Parce que C'est ça fou. fait 30 ans. Je savais qu'il y avait une histoire de 30 ans, mais je sais plus. J'ai fait 2 mandats de conseillère municipale, un mandat d'adjointe et c'est mon 2e mandat de maire. Et simplement, j'étais heureuse d'être conseillère municipale, mais on était encore sur, une période où les femmes n'étaient pas très présentes. Et en tout cas, on m'a jamais proposé d'être maire à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pensé qu'une femme puisse prendre ce poste. J'aurais souhaité être maire en 2008. Ça a été une histoire compliquée. Je ne l'ai pas été. Voilà, je ne veux pas m'appesantir là-dessus. Du coup, en 2014, ça a été mon heure. Alors, c'est vrai que c'est peut-être venu Ça a été tard. mon heure, c'est ça? Comme ça que tu le dis? Oui, oui, Mmh. enfin, je crois que dans la vie, il faut attendre que les choses soient mûres et vraiment qu'elles arrivent. C'est-à-dire que je me suis construite petit à petit, j'ai appris à connaître le village, j'ai lu tous les registres de délibération de la commune depuis 1821. Donc je sais tout exactement comment s'est construite ma commune au fil du temps, les routes, les problèmes déjà qu'il y avait sur les chemins, les problèmes d'eau, l'adduction d'eau, les égouts, les choses. Est-ce que tu as fait ça parce que tu n'étais pas à la base de ce village? Peut-être, mais en tout cas, j'avais besoin de savoir et j'en connais beaucoup plus que tous les gens originaires du village, c'est-à-dire que au niveau patrimonial, absolument rien ne m'échappe. Et quand j'ai eu des fois des anciens qui venaient me faire des reproches ou des choses, je lui dis mais non, mais c'est comme si, c'est comme ça. Et j'avais les preuves de ce que je disais, je le savais parce que j'ai une assez bonne mémoire. J'allais dire, tu arrives à retenir tout ça? Mais ça a été fastidieux parce qu'il faut les lire, hein, ces vieux registres écrits à la main Oui, et avec oui, voilà. oui, bien sûr. Mais moi, j'ai trouvé ça génial. Mais alors, Passionnant. tout le 19e siècle, c'était pas policé comme maintenant, les comptes rendus de conseil municipal, il y a les noms des gens, il y a plein de détails croustillants sur la vie à cette époque-là. Ah ouais. Donc je me suis régalée et puis, donc j'ai beaucoup appris. J'ai appris de la commune, j'ai appris un petit peu de ce qu'il fallait faire, pas faire, affiner un petit peu les projets, les besoins et j'ai appris des anciens élus parce que je suis passée par tous les postes, c'est-à-dire que je me suis occupée de ce qui était social école, mais aussi des chemins, des travaux dans les bâtiments. La voirie? La voirie, donc la voirie, j'ai tourné dans la commune avec les anciens qui étaient adjoints, qui connaissaient tout sur le bout des doigts et c'était des gens super qui m'ont tout expliqué, qui habitaient, quel endroit, les liens de parenté, les histoires, les trucs. Donc en fait, mon village, je le connais parfaitement. Tu C'est connais tous les habitants de ton village? un
tout petit peu moins maintenant parce qu'il y a eu quand même du renouveau Ouais. et que les gens, ils bougent beaucoup, beaucoup plus ces dernières années. D'accord. Donc, j'arrive à les connaître, oui, bien sûr, parce que ils passent tous à un moment ou à un autre à la mairie parce qu'ils ont des démarches à faire et on est heureux de faire connaissance. Mais Est-ce que tu fais le pot d'arrivée des nouveaux arrivants? on les invite tous au vœu du maire. Ouais. Ils viennent pas tous, mais quelques-uns. D'accord. Et dans ces nouveaux arrivants, on en a qui viennent nous aider, notamment pour la tenue des bureaux de vote ou des choses comme ça. On en a qui s'impliquent facilement dans les associations, bibliothèques ou autre chose. Voilà. Mais en tout cas, ton village, tu le connais sur le bout des doigts. Sur le bout des doigts. Et donc, pour ça, je dis, j'étais prête pour être mère. Voilà. Et avant, j'étais pas assez disponible aussi. Mes enfants étaient petits. Mon mari n'était pas disponible pour me relayer. Il a fallu que j'attende qu'ils grandissent, qu'ils aient de l'autonomie pour pouvoir consacrer suffisamment de temps aussi à cette fonction. C'est juste c'est assez juste ce que tu dis. Et on l'évoquait tout à l'heure avec Catherine sur le fait que aussi beaucoup de femmes peut-être n'osent pas s'engager ou avec cette difficulté-là, quoi, de temps avec les enfants, un travail aussi des fois. On renonce à quoi? Qu'est-ce qu'on sacrifie ou pas? Moi, j'ai sacrifié mon travail. En 2011, j'étais qu'adjointe pourtant, mais j'avais besoin d'aller plus loin, de m'engager. J'avais des délégations, communautés de communes, des choses. Je ne pouvais pas assister aux réunions parce que quand il y a des réunions en journée, c'est souvent le cas. Quand on travaille, c'est pas possible. Et donc, moi, j'ai pris des fois des congés, j'ai négocié avec mon employeur et j'ai eu des reproches et il y avait des choses où j'ai senti que j'étais plus à ma place nulle part. D'accord. En fait. T'étais ni d'un côté, ni de l'autre. Et que je pouvais pas faire ce que j'avais envie de faire et ce que j'avais vraiment envie de faire. Donc, il y a eu un moment où... il a fallu renoncer. C'est-à-dire que j'ai eu tellement de reproches au niveau de mon travail, j'étais très, très mal. Est-ce que tu penses qu'on fait la même chose avec les hommes? Non, je pense que ça aurait sans doute pas été la même chose. Peut-être que j'ai pas été assez armée pour me défendre, mais déjà là, comme en d'autres occasions où j'ai eu peut-être des moments difficiles, parce qu'il faut du temps, il faut de l'expérience, et c'est avec l'âge aussi qu'on est plus résistant et qu'on sait dire non et qu'on sait affirmer. Mais donc à ce moment-là, j'étais vraiment mal et j'ai eu la chance, malgré tout, d'avoir mon mari qui m'a dit: «Écoute, si c'est comme ça, tu laisses ton boulot». Ces revenus nous permettaient de vivre sans ça et finalement, ça m'a libérée. Mais vraiment, ça m'a libérée de me dire: je peux faire ce que j'ai envie, comme j'ai envie». Voilà, j'avais qu'une petite indemnité d'adjointe, donc mes revenus à moi, ils étaient faibles, mais grâce à lui quand même, j'ai pu avancer dans ce que j'avais envie de faire. Ou alors avec lui. Avec lui? Avec lui, quoi. Oui, mais à côté de lui, parce que c'est mon truc à moi, c'est pas le sien. Oui. C'est parce que je me dis, grâce à lui... C'est-à-dire que... Grâce avec lui. Avec lui, oui. Il a participé de cette façon-là, on va dire, en me disant vas-y, voilà, fais. Je te pose cette question là tout de suite parce que tu parles il y a ces mots qui viennent, pour moi ça résonne. Tu as répété plusieurs fois engagement, mais il vient de où cet engagement-là? Il vient de... Pourquoi? Eh ben, je sais pas, j'ai ça dans les tripes, c'est-à-dire si, je sais un petit peu. C'est-à-dire que moi, je viens d'une famille très modeste. Mon père était ouvrier d'usine et il travaillait en partie aussi sur la ferme avec son père. Donc, on vivait sur la ferme. On était 7 enfants. Ma mère a eu 7 enfants à 11 ans. Donc, voilà, je suis la deuxième. Mon enfance a été heureuse, mais simple. Difficile. Et j'avais pas un horizon très large. Mais au milieu de tout ça, j'ai vu mon père qui était adjoint dans la commune et qui, lui, consacrait du temps, on parlait tout le temps des problèmes communaux à la maison parce que c'était son truc. Les gens, autrefois, ils participaient beaucoup plus que maintenant. C'est-à-dire que pour eux, quand ils vivaient dans un village, c'était normal pratiquement qu'ils soient présents et qu'ils sachent ce qui se passe et qu'ils participent. Oui, il y avait moins d'individualisme qu'aujourd'hui. Et donc, avant lui, mon grand-père, son père avait été maire pendant dans les années 50. Mais pourquoi tu me l'as pas dit tout de suite? En fait, il y a un truc. Alors, mon grand-père, je ne l'ai pas connu maire, mais on me l'a toujours dit. Mais mon grand-père était maire à un moment où les choses, elles se réglaient plus au café qu'à la mairie. C'est-à-dire que mon grand-père, il passait beaucoup, beaucoup de temps au café. Mon père, il faisait le boulot à la ferme. Après, mon père a été adjoint. Il travaillait tellement parce que lui, c'était un forcené du boulot qu'il n'avait jamais voulu être plus que adjoint. Et pourtant,
il y a eu des élections municipales où il a été élu sans être candidat. Puisque autrefois, les gens pouvaient voter pour des gens qui n'étaient pas candidats. Et c'est lui qui a eu le plus de voix. Et il a refusé complètement d'être autre chose qu'adjoint en disant je n'ai pas le temps, je me sens pas capable. Et alors, tu penses que ton engagement viscéral vient de là? Je veux pas dire que je rachète ce qu'il a fait, pas fait, ouais. mais on parlait souvent, même quand j'ai été conseillère municipale, il était encore là pendant quelques années, et on en parlait beaucoup. Comme lui, son truc, c'était plus l'entretien des chemins, les choses comme ça. Il m'a donné plein de tuyaux. On a du coup et au transmission. début, transmission, oui et non. C'est-à-dire que lui, déjà, il voyait ça d'un drôle d'œil de voir les femmes élues. Et pourtant, il avait été l'adjoint d'une femme maire, pour qui il a eu beaucoup de respect. D'accord. Mais il disait, mais les femmes, c'est fait pour être à la maison. Voilà, il était assez macho. Et après, on était 5 filles à la maison aussi. Donc, il était dans un univers très féminin à la maison. Mais en même temps, il était super fier que moi, je suis conseillère, qu'on parle de ça. Et c'était intéressant. Donc, je me dis, moi, j'ai été familiarisée avec cette notion d'engagement toujours, parce qu'il était aussi dans l'association pour le collège, pour le transport scolaire. C'était tout le temps des choses, ça, qui, dans le monde rural, c'est souvent des choses, d'ailleurs, gérées par des associations. Bien Donc, sûr, il faisait tout ça. Alors, c'est lui qui avait le titre, mais c'est ma mère qui faisait tous les papiers, qui prenait les inscriptions et tout ça. Mais c'était comme ça autrefois dans les familles. Et donc, moi, je les ai vus toujours se dévouer pour les autres. Et pour moi, ça m'a paru presque une évidence. Et je me suis toujours dit, plutôt que de se lamenter, de râler qu'on n'est pas content, il faut être acteur parce qu'on a tous la possibilité de changer les choses. Oui. Donc, il y a un moment où je me suis dit, il faut plutôt être acteur que spectateur et commenter sans rien proposer. Donc, à ce moment-là, j'y suis allée, j'ai voulu m'engager. Après, dans nos communes, c'est relativement facile, il n'y a pas de bagarre politique. Moi, j'ai eu la chance qu'il n'y ait jamais de liste dans ma commune. Donc, les gens qui étaient là, même si, les premiers mandats étaient la plus rayés, puisque c'était cette possibilité encore de rayer les noms sur les listes dans les petites communes. Parce que je l'ai analysé, j'étais déjà une femme, j'étais pas originaire du village, donc il y avait de la méfiance aussi. Aussi parce que mon mari avait une petite entreprise, donc il y avait beaucoup de jalousie par rapport à ça, peut-être des gens plus modestes, méfiants. Et moi, je l'ai expliqué comme ça. Et les choses ont évolué au fil des mandats. Donc, je me suis dit, j'ai quand même gagné la confiance maintenant. Les mentalités ont changé Les petit à mentalités petit. ont changé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les gens n'ont plus le même regard sur moi. Parce que voilà, même à l'heure actuelle, mais qu'est-ce qu'on va faire si Isabelle ne se représente pas aux prochaines élections, mais qu'est-ce qu'on va devenir comment ça va aller? Il y a combien d'habitants dans ton village? J'ai 867 habitants. D'accord, c'est très précis. 867. Oui. Ah oui, parce que nous, tous les habitants comptent. Vraiment beaucoup. Il y a de l'école On a eu une grande aventure avec cette école aussi. C'est un problème important qu'on a résolu parce que, historiquement, on avait 2 écoles privées et publiques. Et on est arrivé à un moment de fragilité pour les 2 écoles avec... il y avait 2 classes de chaque côté depuis longtemps, c'était à peu près équilibré. Puis après, ça s'est beaucoup déséquilibré à l'école publique parce que les enseignants changeaient tout le temps et qu'il y avait beaucoup d'insatisfaction. Donc, il y a une concurrence quand on a 2 écoles dans un petit village. Oui. Et puis, un petit peu une guéguerre entre les uns et les autres. Et donc, on a eu une fermeture de classe en 2011 à l'école publique, donc plus qu'une une seule classe. Et on a réuni les familles pour leur dire est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose pour que ça se passe mieux, puisqu'ils ne pouvaient plus accueillir les élèves de maternelle, les tout petits, à l'école publique. Donc, on s'est tous mis d'accord avec les familles pour que tous les ans... Alors, déjà, dans un premier temps, on a fait un regroupement par niveau scolaire. Donc, tous les petits jusqu'en CP allaient à l'école privée. Et après, ils passaient à l'école publique pour le cours élémentaire et le cours moyen. Alors, on nous l'a un peu reproché, mais nous, finalement, on ne pouvait rien nous reprocher, quand même, parce que c'était sur la base du volontariat des familles. C'est-à-dire qu'ils réinscrivaient les enfants à l'école publique à l'âge du cours élémentaire. Et en fait, ça se passait très bien. Ça s'est passé jusqu'en 2016, où là, au niveau de l'éducation nationale, il y a eu des projets, charte école rurale, où on fermait les petites écoles, on faisait des regroupements pédagogiques et des choses comme ça. Et là, on a compris que notre école publique, elle était complètement condamnée parce qu'elle n'avait plus qu'une classe et là, il restait 15 élèves. Enfin, c'était la catastrophe. Et donc, on a réuni à nouveau les familles en disant, maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Ça fait 5 ans que vous êtes tous ensemble. Voilà ce qui peut nous arriver. Si on n'a plus qu'une école privée sur le village, est-ce que ça vous satisfait ou est-ce que vous voulez autre chose? Comment on envisage l'avenir? Et là, les familles nous ont dit, mais non, nous, on veut plus qu'une école, mais on veut une école publique parce qu'on ne va pas continuer.
Ils étaient passés dans un système et dans l'autre, et l'école privée demandait beaucoup la présence de parents, faire des travaux, Ouais. enfin les financements, c'est pas la même chose, Oui, etc. oui, Même si, voilà. Mm. Donc, les 2 systèmes de fonctionnement, ils ont choisi l'école publique, c'est eux qui ont choisi, et du coup, il a fallu relever le défi. C'est-à-dire qu'il a fallu aller annoncer à l'éducation nationale qu'on aurait besoin de 2 postes supplémentaires parce qu'on allait ouvrir 2 classes à l'école publique, et il a fallu annoncer à l'enseignement catholique qu'on allait fermer leur école. Donc des 2 côtés, ça a été un petit peu le calvaire pour moi parce que l'éducation nationale a très mal pris les choses. Le Dasen m'a un petit peu houspillée, voilà, je suis ressortie en pleurant et j'ai fait l'erreur d'y aller toute seule parce que j'avais pas pensé que ça pouvait se passer comme ça et qu'il puisse être aussi, mauvais, en fait. Virulent. Virulent, mauvais. Au niveau de l'enseignement catholique, voilà, j'ai eu beaucoup de reproches, aussi. Bon, Donc, un passage pas sympa, quoi. oui, et puis beaucoup de nuits blanches à me dire: «Est-ce que ça va marcher?» parce que c'était le plus gros chantier de tous les temps pour nous, puisqu'on a complètement, requalifié le bâtiment de l'école publique qui avait été construit vers 1880 pour être l'école, des garçons. À l'époque, il y avait l'école des garçons et l'école des filles. L'école des filles, oui. Dans Donc mon on village, c'est avait comme ça. 3 appartements à l'étage, il a fallu faire partir les locataires, il a fallu tout Ah ouais. reprendre. Gros chantier. Super compliqué. Compliqué, oui et non, parce que ça a été, Enfin, dur, je veux dire, dur aussi ça a été humainement compliqué même. à démarrer, de se dire: «Qu'est-ce qu'on fait? Comment?» et cetera. Après, j'ai voulu tout, sécuriser au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on a fait des préinscriptions pour les enfants à l'école. J'ai écrit à toutes les familles qui avaient des enfants scolarisés à l'extérieur. J'ai écrit aux mairies des villages voisins en disant que je ne donnais aucune dérogation. Enfin, on a vraiment tout sécurisé. Voilà, et 3 ans après, donc on a ouvert, cette école, toute rénovée, plus qu'une école. Alors déjà, on a eu une année, et c'était drôle parce que, le temps des travaux, l'école privée avait déjà fermé, mais on a loué le bâtiment de l'école à l'association qui est les propriétaires des lieux pour mettre l'école publique dans les bâtiments de l'école privée, et la classe qui était à l'école publique, on l'a accueillie dans notre salle de conseil municipal. Donc à la mairie, on avait la navette des enfants toute Ah la ouais, journée. rigolo. Ah ouais, c'était vraiment sympa. Ils nous ont manqué quand ils sont partis parce que c'était très Ça vivant. donne de la vie, de la Ah joie. mais vraiment, on a vécu toute cette période de travaux vraiment avec beaucoup de bonheur. Les enfants ont participé un petit peu, le choix des couleurs pour les sols. Ils ont visité aussi le chantier à 2-3 reprises pour voir un petit peu comment, se construisait leur école, voilà. Ça a été vraiment un grand moment, et puis ils sont rentrés 3 ans après. OK. Tout a été bouclé et ça a été, Et là, tout va bien? nickel. Alors, quand on a lancé le projet, on était au fond du trou. Il nous restait 56 élèves entre les 2 écoles. Et quand, l'année dernière, on en avait 95. On a ouvert une 4e classe après. On avait calibré l'école comme ça parce qu'on se doutait que, une école neuve, souvent, ça fait revenir quand même beaucoup de monde. Et voilà, et cette année, on en a encore 90, et donc, bon, on sait que ça va baisser un petit peu puisque la natalité, baisse un petit peu partout, Ouais. mais on a quand même de la tranquillité par rapport à tout ce qu'on a connu, OK. et même au niveau du village, ça a changé complètement l'ambiance parce que les enfants sont tous ensemble. C'est essentiel, qu'il y ait ce lien entre tous les habitants. Il y a des ramassages scolaires qui vont. Il y a beaucoup de petits hameaux, de lieux-dits? Alors, on a un habitat très, très dispersé chez nous. Ah oui? C'est-à-dire qu'on a vraiment le bourg-centre où vivent à peu près, je vais dire, le tiers de la population, et après, Ah toutes oui. les habitations sont disséminées dans la campagne. Donc on a eu Comme chez pendant moi. quelques années un ramassage scolaire qui s'est arrêté, parce que d'abord, toutes les mamans sont en activité professionnelle, et les enfants utilisaient le périscolaire matin, midi, soir, et cetera, et qu'il nous restait, je crois, 6 enfants qui prenaient le bus. Ah ouais, seulement? Et que c'était financé par le Pour département, tout ça coûtait sur très tout cher. le sur Oui, oui, tout oui. ah bon? Donc ça s'est, arrêté tout seul. Par D'accord. contre, on a un périscolaire qui est agréé, centre de loisirs et financé par la Caisse d'allocations familiales, et donc là, on a un accueil de très grande qualité. Alors ça, on l'a mis en place, il y a 10 ans aussi, à peu près quand j'ai été maire, et du coup, c'est vraiment bien parce que ça nous apporte une aide financière, ça nous apporte, un accueil de qualité, et puis nous, comme tous nos parents, parce que tous les parents travaillent, hommes et femmes, on a pratiquement, personne qui n'ait pas d'activité. Ils partent le matin et rentrent le soir, et du coup, il faut que les enfants, ils soient gardés, accueillis. Donc on ouvre à 7h15, on ferme à 18h30, et les enfants, sont, sous la garde d'animatrices diplômées, D'accord. tout ça. Enfin, ça marche du tonnerre, quoi. On va repartir sur le médicobus, parce que c'est quand même un des points importants de notre conversation aujourd'hui, et puis c'était aussi, faire lien aussi après avec, la MRF et le programme R. Mais médicobus, est-ce que tu peux nous reprendre un peu la assez succinctement, mais la genèse de ce projet? Comment tu te raccroches et aujourd'hui, comment ça vit?
Tu nous as donné un peu d'éléments au départ, mais je voudrais une petite synthèse succincte, s'il te plaît. Déjà, pour comprendre comment on en arrive au médicobus, c'est comprendre comment moi je m'engage pour la santé dans les territoires ruraux, dans ma commune d'abord et dans les territoires ruraux. Parfait. C'est-à-dire que depuis longtemps, la désertification médicale est apparue dans nos villages, bien avant qu'on en parle autant que toutes ces dernières années. C'était difficile de trouver des médecins. Et moi, en 2019, j'ai été confrontée à un problème important un dimanche. J'ai eu un décès dans notre petite maison de retraite de 40 lits et c'est la gendarmerie qui m'appelle pour me dire on ne trouve pas de médecin pour le constater le décès. Donc, il faut faire une réquisition administrative. Et là, c'était un dimanche midi, voilà, donc les mères, nous, on est tout le temps pris, toute la semaine, etc. Et là, j'avais des copains à l'apéro, et là, je me dis, non, c'est pas possible. Pas pendant l'apéro. Non, c'est même pas pendant l'apéro, mais je veux dire, même le dimanche, c'est quoi cette affaire? C'est quoi une réquisition administrative? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment? Et là, je dis, ça commence à m'agacer, quoi, parce que s'il n'y a pas un médecin qui peut venir constater le décès, mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel monde on vit? J'ai rappelé le 15, puisque c'était le 15 qui avait fait cette réponse-là. Et je me suis beaucoup agacée. Je ne savais pas où m'adresser à la préfecture qui était de garde, comment... Enfin bon, bref, j'ai passé 3 heures à essayer de gérer ce problème. Et finalement, il y a un médecin qui est venu parce qu'à l'hôpital, ils avaient compris que j'allais pas me laisser faire, que je m'étais tellement agacée qu'ils ont envoyé quelqu'un quand même. Donc, mais je me suis dit, ça restera pas sans suite parce que c'est pas possible. Donc, j'ai préparé mon coup en attendant l'enterrement de ce brave homme pour dire, je vais faire un petit truc rigolo. J'ai pris un arrêté pour interdire aux gens de mourir. Ouais, c'est ça. Les samedis, les dimanches et les jours fériés. Donc là, ça a fait un buzz. Un buzz complet. Mais complet. Bon, international. International, c'est vrai. C'est parti partout. J'ai eu des contacts avec des médecins du monde entier, médecins légistes d'Argentine qui voulaient venir s'installer chez nous, enfin des trucs impensables. Le truc là, c'est que ça a été le point de départ de mon engagement aux maires ruraux, puisqu'à ce moment-là, j'ai eu un contact avec Cédric, le directeur, qui m'a proposé de rentrer à la commission santé des maires ruraux. Et on a eu le Covid tout de suite derrière. Tu connaissais la MRF Bien sûr, on était adhérents. Oui, tout à fait. Oui. Okay. Et après, moi, je connaissais, j'étais venue manifester à Paris contre la loi NOTRe. J'étais, voilà, déjà, il y avait beaucoup de combats de la MRF qui me parlaient et je me sentais vraiment en phase. Et du coup, quand il m'a proposé d'entrer à la commission santé, j'ai été super contente de pouvoir participer. L'équipe. Donc là, le Covid est arrivé, on a eu beaucoup de réunions en visio, on a fait plein d'études voilà, sur l'accès aux soins en milieu rural, l'implantation des médecins. On a fait beaucoup d'études sur ces années de Covid. Et c'est comme ça que petit à petit, même sur mon secteur, j'ai pénétré un petit peu toutes les différentes strates d'organisation des soins. C'est comme ça que j'ai pu entrer au fil du temps au conseil d'administration de la communauté professionnelle territoriale de santé, que aussi sur ma fonction à la communauté de communes, je suis vice-présidente en charge de la cohésion sociale et de la santé. Et au début, je m'étais dit, c'est facile, on trouve 2-3 médecins et puis ce sera réglé. Sauf que non, c'est pas si réglé que ça. Et on a fait un contrat local de santé l'année dernière, on a plein de choses en cours. Et donc, moi, j'ai beaucoup suivi toutes les initiatives qui pouvaient se prendre en matière de santé, parce que j'ai suivi tous les épisodes télémédecine pendant le Covid. On était toutes ces nouveautés qui sont arrivées pour pallier au fait de... C'est ça. Je peux faire une aparté? Oui. Je peux te demander, parce que tu as dû en lire des études et des sondages, pourquoi les médecins ne viennent pas s'installer en ruralité? Pourquoi les jeunes ne viennent pas? Pourquoi ils ne viennent pas? Plein de raisons. C'est-à-dire que déjà, les jeunes médecins, les internes, ils ont fait leurs études en ville, ils ont leurs habitudes en ville, ils ont tout leur réseau, ils ont les copains, ils sont des fois déjà en couple, ou ils ont des fois déjà des enfants au moment de s'installer. Donc, ils n'ont pas envie de changer de milieu de vie, on va dire ça. Il y a aussi le fait que la ruralité leur fait peur parce qu'on a tellement parlé de déserts médicaux, ils ont peur d'être assaillis et de ne pas pouvoir répondre à la demande des patients. C'est-à-dire qu'en ville, ils peuvent mieux réguler leur temps de travail, leurs installations qu'à la campagne. Peut-être ils ont peur que les gens soient plus exigeants. Moi, j'en ai qui m'ont dit, moi, j'ai pas envie de sortir dans la rue et que les gens viennent me poser des questions. Cette ultra-proximité qu'on pourrait avoir. Ça leur fait peur, alors que en réalité, les gens ne le font pas. Moi, j'ai interrogé les médecins en exercice et c'est pas du tout le cas. Des idées reçues. J'élimine rien, des idées reçues aussi. Parce que moi, j'ai beaucoup entendu au début, dans nos contacts avec tous les différents syndicats, organisations professionnelles de santé, on nous disait aussi qu'ils avaient besoin d'avoir des plateaux techniques à proximité, qu'ils ne veulent pas travailler tout seuls,
Enfin, il y a beaucoup de choses. Et on nous disait aussi qu'ils avaient besoin d'avoir des équipements culturels de qualité à proximité, qu'ils avaient besoin d'avoir des bons établissements scolaires pour leurs enfants. Et quand moi, il dit ça, je dis, mais nos enfants, ils sont pas ignares. Enfin, vraiment. C'est étrange quand Moi, même. mes enfants, Oui. ils ont grandi à la campagne, ils ont tous appris à lire, écrire, compter, mais j'ai 3 enfants qui sont ingénieurs et pourtant, Oui. ils Ça ont, aussi, c'est un sujet. ils ont grandi à la campagne. Et c'est plein d'idées reçues. J'en ai un jour qui me disait, oui, mais il nous faut un opéra, tout ça. Je lui dis, est-ce que vous allez souvent à l'opéra? Non, mais si on veut y aller. Mais je dis, nous, si on veut y aller, c'est pareil. Enfin, on a toujours une ville pas très loin. En Vraiment, tout il cas, t'a c'est dit ça? possible. Oui, il m'a dit ça. Et le dernier m'a dit, Mon Dieu. c'était président du Conseil de l'Ordre des médecins, m'a dit, on a besoin d'avoir un centre des impôts à proximité. Ah Alors, bon? je lui dis, alors là, je lui dis, vous me scotchez parce que je lui dis, centre des impôts, plus personne n'a besoin de ça, on fait tout sur Internet. Je lui dis, c'est vraiment que vous devez avoir des problèmes pour gérer votre argent ou pour vos déclarations parce que plus personne n'a besoin d'un centre des Centre des impôts. impôts, qui dit ça? OK. Voilà. Et du coup, en fait, tous ces prétextes cumulés, je pense que c'est des choses qui les effraient. Et ils arrivent à même plus se poser la question. C'est-à-dire que dans leurs études aussi, on les prépare pas, on leur Ouais. dit pas. Ouais. Est-ce que oui, effectivement, est-ce que leurs professeurs, et cetera, les emmènent, Non, pas vers une vraiment. autre voie? Pas Ou vraiment, les incitent ou parce qu'ils peuvent avoir une chouette vie, en mais campagne? complètement. Et alors, nous, on insiste beaucoup. Par exemple, moi, C'est bizarre, hein? sur ma communauté de communes, on a à peu près 4 internes qui viennent en stage chaque semestre. Donc, on les reçoit pour un déjeuner, etc., avec les médecins en exercice. Et on essaye de prendre le pouls, de savoir comment ils perçoivent notre région, notre secteur. Et puis, on leur dit, nous, les maisons, elles sont très, très peu chères chez nous. Ouais. Donc, si vous vous installez dans le monde rural, vous pouvez avoir une très, très belle maison pour pas cher. Un Enfin, petit château même, petit limite, hein? château, Ouais, piscine, enfin, enfin ce ouais, que vous voulez, quoi. la totale. Pour le prix d'un appart à Lyon, vous avez une très très belle maison dans le monde rural. Mmh. On essaye de leur monter un petit peu les choses comme ça. Ça marche pas? Alors oui et non, parce qu'au fil du temps, nous on fait ça depuis 5 ans. Mmh. Et au fil du temps, on voit quand même des jeunes qui sont beaucoup plus tournés vers la ruralité. Ça fait son chemin. Je pense que ça va faire son chemin, parce qu'on voit des jeunes, nous ils viennent des facultés de médecine de Lyon ou Saint-Étienne, principalement. Et quelquefois, ils nous disent, on va commencer sur Lyon, faire des remplacements, etc. Mais sûrement, le jour où on a une famille, le jour où on a des enfants, on va s'installer dans le monde rural. D'accord. Alors, nous, on préférerait peut-être ce secteur ou ce secteur, ce ne sera pas forcément chez vous. Voilà, où il y en a, c'est moi, je vais aller travailler à la montagne. Ça, souvent, on a ce profil-là. Et C'est soit la montagne, soit l'opéra. voilà, la montagne, il y a la côte atlantique ou la côte méditerranéenne qui les intéresse bien aussi. Ouais. En fait, c'est quand même très ciblé, sur des Ouais. endroits un peu précis, un peu, C'est ça. pas jet set, mais Mais quand même, moi, je trouve, on a quand même quelques jeunes qui arrivent un petit peu. Alors, OK. pas suffisamment, mais les mentalités évoluent, vraiment, et on doit les accompagner. Alors nous, on travaille beaucoup avec Gilles Noël auprès des syndicats d'internes, etc., pour leur démontrer. Enfin, déconstruire un peu. Déconstruire. Toutes Et puis leur ces dire aussi idées qu'ils reçues. peuvent habiter en ville et venir travailler à la campagne. Parce que souvent, c'est le contraire aussi, où les gens vivent à la campagne et vont travailler en ville. Eux, ils ont quand même, ils peuvent aussi faire un petit bout de chemin vers nous, ou en tout cas vers un cabinet en ville, mais faire des consultations délocalisées à la campagne aussi. Ça aussi, c'est possible. Donc, c'est un travail de longue haleine. Donc, voilà, moi, je fais tout ça avec la commission santé depuis tout ce temps. Je t'ai éloigné un peu de ton récit, mais j'avais cette question qui me chatouillait. Si on reprend Oui. le volant du médicobus, alors donc? Alors donc, voilà, moi j'ai vu arriver ces projets de médicobus dans le plan France Ruralité, et je me suis dit, c'est quand même pas mal, parce que sans doute que nous, on n'a jamais eu de médecin au village. Jamais, jamais. Ah ouais? On est dépendant des médecins des villages voisins. Et au moment où ce projet il a émergé sur le département, alors, comme je le disais, l'Union des associations familiales, l'UDAF, avait le projet d'en mettre 2 sur le département de la Loire, un au sud et un au nord. Je me suis dit, quand même, nous, on mériterait d'en avoir un, parce qu'on avait un médecin, le village voisin, il a laissé 6000 patients sur le carreau quand il a pris sa retraite. Alors ça, les gens, ils sont paumés quand c'est comme ça. Ils arrivent tous et moi, je trouve pas de médecin et je sais pas comment il faut faire, et si je suis malade, et voilà. Et de toute façon, comme toujours, quand ils ont un souci, ils viennent à la mairie. Et ça, moi, je le ressentais fortement. Et quand j'ai pu avancer un petit peu et savoir que le projet mûrissait sur notre secteur et que nous, on faisait partie des communes qui pouvaient être ciblées, voilà.
Tu as pris le projet à bras-le-corps. À bras-le-corps. Et puis, voilà, après, ils sont venus nous voir pour nous dire il nous faudrait un petit financement de la communauté de communes parce qu'on n'arrive pas à boucler notre budget. Voilà. Et là, au niveau de la communauté de communes, eh ben, on a mis un peu la main à la poche pour que le bus vienne chez nous. Tu peux expliquer le principe du médicobus ? Alors, c'est un véhicule qui est aménagé comme un cabinet médical qui se déplace dans les villages. Alors chez nous, ce sont des médecins retraités qui viennent et ces médecins, ils sont salariés alors par un groupe qui s'appelle Urge Plus, alors qui dépend d'un groupe privé de cliniques parce que c'est très très compliqué à faire tous ces contrats de médecins salariés, etc. Donc la communauté professionnelle territoriale de santé, elle trouve les médecins, elle a des contacts et des choses comme ça. Après, ce sont eux donc qui c'est font elle qui recrute. Plus ou moins, mais c'est par des relations aussi parce qu'eux, ils sont en lien avec tous les pros, voilà. D'accord. Et après, Urge Plus fait les contrats de travail, fait les salaires, facture, etc. C'est une coopération un petit peu entre tout le monde. L'UDAF, eux, ils gèrent le bus. C'est eux qui ont acheté le bus avec des subventions, tout ça. Donc, il y a un bus qui couvre tout le territoire rouennais. Pour le moment, il tourne 3 jours par semaine et à terme, il tournera 5 jours par semaine. Donc, il va encore pouvoir... il a encore des possibilités. Donc, tous les jours finalement, 5 jours par semaine. Pour le moment, oui, que 3 jours. Mais il peut faire de la prévention, ce bus aussi. C'est-à-dire que s'il y a besoin, il peut aller pour des actions de prévention dans les villages. Donc, à l'heure actuelle, le bus, plus l'infirmier qui conduit le bus et qui fait une partie de la consultation. Le chauffeur est infirmier. Le chauffeur est infirmier. C'est payé par l'UDAF. Et à côté de ça, la CPTS, Communauté professionnelle territoriale de santé, s'occupe de prendre les rendez-vous par téléphone et uniquement par téléphone. C'est-à-dire que ça permet de déterminer l'urgence du rendez-vous, parce que quelquefois, il y a des gens qui pensent aussi avoir besoin de voir un médecin très vite, et ce n'est pas le cas. D'accord. Donc, si c'est très urgent, ils peuvent les envoyer dans un village ou l'autre. Voilà. Et puis aussi, parce qu'on a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise avec les plateformes sur Internet pour les prises de rendez-vous. Donc, comme ça, au moins, c'est facile. C'est un numéro de téléphone pour tout le monde. Donc, ça, c'est la CPTS qui fait aussi toute la coordination et qui organise les déplacements. Alors, comment j'ai pu me positionner en premier pour ma commune aussi, c'est que dès que le projet, j'ai commencé à en entendre parler à Moulinet, je me suis dit, ce bus, s'il vient dans la commune, on ne peut pas laisser les gens attendre dans leur voiture, une salle d'attente. C'est vrai ça. Donc, je leur ai dit, si vous venez chez nous, je peux vous mettre à disposition le petit emplacement que j'ai devant ma salle d'animation. Un arrêt de bus. Voilà. Et quand c'est 2 places handicapées devant la salle d'animation, plein cœur du village, et je dis à ce moment-là, je vous laisse l'entrée de ma salle d'animation disponible comme salle d'attente. Il y a les sanitaires, on peut chauffer l'hiver, etc. C'est-à-dire que quand les gens viennent, ils s'installent là. Et si vous avez une analyse d'urine, et ça arrive aussi, de profiter des toilettes. Profite des toilettes, même eux s'ils ont besoin, parce qu'ils sont là pour la journée, l'infirmier et le médecin. Voilà. Et j'aurais proposé ça, et tout de suite, ils ont dit, c'est une super idée. Et parce que c'est vrai que j'avais pas pensé au fait que, oui, sinon t'attends dans ta voiture sur un parking, quoi. Et du coup, c'est la condition qu'ils ont demandé à toutes les communes où s'arrête le bus, après, de mettre une salle à disposition. Alors, grâce à moi. Ou à cause de toi. Non, mais bon, j'ai un sens pratique quand même. Non, mais tu as raison, bien aussi, sûr. Et je voyais mal comment des gens patraques ou malades pouvaient attendre dans la voiture l'hiver. Voilà. Et dans ce bus, tu as dit que c'est des médecins retraités, mais c'est des généralistes. Généralistes. Alors, c'est des consultations longues. Parce que là, on a eu les statistiques il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire que les gens qui viennent consulter, il y en a, ils n'ont pas vu de médecin depuis très longtemps, des fois 10 ans, 15 ans. Non. Oui, et donc d'autres moins, heureusement, quelquefois des renouvellements d'ordonnances ou des choses moins graves. Ils ont vu des situations quand même assez difficiles, des gens en ruralité qui n'avaient pas vu de médecin depuis 10 ans. Et des gens qui avaient besoin d'examens médicaux, de soins et des problèmes d'addiction, des choses, et en fait, le fait qu'il y ait l'infirmier avec le médecin, ils reprennent tout le dossier du patient à zéro. Et ils ont tous les systèmes informatiques qui leur permettent après de conserver les dossiers. Alors, ce n'est pas toujours les mêmes médecins qui sont là, mais ils ont toutes les infos sur tout le monde. Et l'infirmier, il n'a pas le même rôle tout à fait que le médecin. Et lui, il fait beaucoup plus de prévention que le médecin qui est là pour son diagnostic. Okay. Et aussi beaucoup de conseils de prévention en même temps. Donc, ils sont complémentaires et ça roule plutôt bien. Et les gens... C'est curieux. Ça roule plutôt bien, c'est pas mal comme expression pour un médicobus. Et dès le début, en ressortant, ils disaient là, au moins, c'est des vrais médecins. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'ils ont des consultations qui peuvent durer 40 minutes si c'est nécessaire. Comme avant. Comme avant. C'est vrai non, mais qu'avant... comme avant, mais ils ont vraiment l'impression, du coup, d'être pris en compte. Considérés. Et qu'enfin, on les écoute. D'accord. On écoute leur maladie, leur mal-être, tout ce qu'il y a, parce que souvent, une pathologie, c'est pas une seule chose. Il y a souvent plein de trucs autour. Et là, on a des gens vraiment
contents de pouvoir Tu m'étonnes. être pris en compte. Et puis, des gens qui disent, mais jamais, nous, on aurait pensé avoir un médecin qui vienne au village. Des gens âgés qui disent, ah bah, si on m'avait dit qu'un jour, je pourrais aller à pied pour une consultation chez le médecin, j'aurais jamais cru. Tu sais, je fais juste une aparté parce que j'ai un flash tout d'un coup parce que j'adore regarder les actualités régionales sur mon territoire. Là, ils faisaient la promo de beaucoup de commerces ambulants qui reviennent dans les villages et les personnes âgées qui sont dans des hameaux comme moi, par exemple, où je vis, sont hyper heureux quoi, et contents. Oui. Et les médecins qui viennent dans ces médicobus, est-ce que c'est des médecins qui tournent et ça veut dire qu'on va pas retrouver à chaque fois les mêmes? Alors, Ou il y a quand même, on revoit les mêmes têtes? Si. Comment ça marche? C'est quelquefois les mêmes qui reviennent. C'est un pool de médecins qui se sont inscrits, ils ont un planning annuel et ils s'inscrivent là où ils veulent, comme ils veulent. Au dernier comité de pilotage, on parlait d'un médecin qui est aussi maire d'une commune, même assez loin, qui choisit le mercredi et lui, c'est sa bulle de respiration. Ah, ok. Et il est âgé, il a plus de 80 ans, mais il adore ça. Et le contact avec les patients, et en fait, c'est super parce qu'il rend service et il fait ça avec beaucoup de bonhomie, de gentillesse. Ça lui fait du bien. Bah ouais. Il est utile. Et les médecins retraités, il y a beaucoup ce truc qui disent qu'ils ont envie de se sentir utiles. Ils sentent qu'on a besoin d'eux. Et... parce que tout d'un coup, quand ça s'arrête, c'est tellement je pense, de dévotion toute sa vie que quand ça s'arrête, ça doit être un peu... C'est ça. rude. Donc, on a des hommes, des femmes, et pour le moment, on n'en manque pas. Donc, on a même des plus jeunes qui sont en train de se proposer. Alors, je ne sais pas, ils feront ce qu'ils voudront, comme ils voudront, au niveau de l'organisation, mais en tout cas, voilà. Alors, ils ont leurs préférés, les uns les autres. Un beau succès chez toi? Ben oui, ça marche bien. Mais je voulais te demander justement de quoi tu étais la plus fière depuis toutes ces années d'engagement. Est-ce que c'est ça ou il y a d'autres choses que tu veux me partager? C'est un petit peu ça. C'est le projet de l'école, pour ce qui concerne ma commune, parce que l'école, ça a été un sacré défi. Il y a le dernier projet qu'on a réalisé, le projet phare de ce mandat, où on a démoli une ancienne usine au cœur du village. Et là, on a reconstruit un vrai lieu de vie. C'était une usine de tissage. On a appelé ça l'espace des tisseurs. On a fait une halle couverte. Il y a un local technique parce qu'on avait besoin de place. Cette halle couverte, des jeux pour les enfants. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour faire un vrai lieu de vie pour nos habitants. Donc, il y a des tables, il y a des chaises, il y a un vieux placard qu'on a fait sabler dans lequel il y a des jeux, des livres. D'accord. Voilà. Et donc, c'est pour que les manifestations des associations puissent se faire avec plus de facilité à l'extérieur, parce qu'on a vu l'importance d'avoir un espace couvert au moment du Covid. Et cet espace, il est libre d'accès pour tout le monde, c'est un espace public et il a beaucoup de succès. C'est un vrai bonheur de voir des gens qui vont pique-niquer, parce qu'on a de plus en plus des groupes, des familles qui vont s'installer. Donc, en tout cas, qui utilisent le lieu que vous avez créé. Alors déjà, ça nous a changé complètement le cœur du village, le cœur du bourg, parce qu'on avait cette usine toute délabrée. Et d'un seul coup, on a ouvert tout l'espace et pour faire quelque chose de très joli, avec une jolie mise en valeur. Si tu as des photos, tu me partageras. Ouais, la nuit, c'est très, très beau parce qu'on a toute la charpente est éclairée. Puis, on a voulu... Moi, je suis très attachée au patrimoine, comme tu l'as compris. Et donc, j'ai tout recherché. Et on a une vieille cheminée en briques, parce que c'était une usine où il y avait une machine à vapeur à l'origine. Donc, on a gardé la cheminée qu'on a mis en valeur, qui est éclairée. Et puis aussi, on avait une cuve de récupération des eaux. Enfin, il leur fallait de l'eau pour faire tourner la machine à vapeur. Et cet ouvrage, il est magnifique. Personne ne le verra jamais parce qu'il est sous terre. Il y a tout un plafond en briques voûté. Et on a voulu absolument garder ce réservoir d'eau qui fait à peu près 70 mètres cubes. Alors déjà, comme réserve d'eau pour les pompiers, pour l'arrosage. Et puis, à l'heure actuelle, c'est plutôt vertueux d'utiliser de l'eau de récupération pour beaucoup de choses. Donc, on a voulu tout allier. Et puis, c'est très beau esthétiquement parce que on a gardé la vieille charpente métallique de l'usine qui est restée en lieu et place. Et on a fait plein de plantations qui vont aller courir sur des fils d'acier entre ces poutres métalliques. Et il y a un petit côté industriel et esthétiquement, c'est très, très beau. Et les gens, ils sont fiers. Du coup, toi aussi? Eh ben, nous tous ensemble, parce qu'on a créé un slogan quand on a créé cet espace qu'on appelle l'espace des tisseurs, en disant, autrefois, on y tissait du coton, mais maintenant, on va y tisser des liens. Ouais, voilà. Ça. Et donc, comment dire, notre slogan, c'est « À la grêle, la vie est belle », tout simplement. Et c'est tout bête, mais quand on communique au niveau de la mairie, et si on a une bonne nouvelle ou des choses dont on est content, un jour on est joyeux, à la fin de notre petit message, on met « À la grêle, la vie est belle ». La verbatim et en fait, on pratique la pensée positive, c'est-à-dire que tout ça aussi, ça infuse dans l'esprit des gens et que
au fil du temps, ils se disent, bah oui, finalement, on est pas mal ici, ça se passe bien. Et voilà, il faut tout le temps aussi voir le bon côté des choses. Donc, je me dis, bah, ces gros projets, parce que c'est des gros projets, hein, quand on emmène un dans un mandat, c'est déjà exceptionnel, hein, dans un village. Ça nous en fait 2 consécutivement, mais ça a été un vrai, vrai bonheur et on a fait chaque fois une belle inauguration avec les habitants parce qu'il faut marquer le coup quand on Bien fait sûr. des choses. Et là, pour cette EL, on a fait une vraie fête. On a préparé avec le comité des fêtes, donc on a fait tout l'institutionnel avec nos discours, etc. J'ai fait l'hymne de la grêle a été écrit à ce moment-là par quelqu'un, donc on a chanter l'hymne de la grêle et j'ai fait chanter mon président de communauté de communes à l'improviste, mais je sais qu'il aime chanter, donc il l'a fait, c'était super sympa. Et puis on a fait toute la soirée. Il y avait des jeux gonflables pour les enfants et le soir, le comité des fêtes, ils ont fait une grande paella, il y a eu de la musique, on a fait venir un groupe et tout ça et c'était top. On a un Parfait. souvenir phénoménal. Donc ça fait partie de tes fiertés. Ouais. Médicobus, l'école. Je voulais aussi te demander comment ton expérience de femme élue, est-ce qu'elle a façonné en fait ta manière de mener tes projets? Fondamentalement, je pense qu'on ne fonctionne pas du tout comme les hommes et que et qu'on a une autre approche. Alors, je disais tout à l'heure au niveau du sens pratique, quand j'ai parlé de la salle d'attente, oui, effectivement, nous tout de suite, il y a des choses qui nous parlent. Enfin, moi, même dans les projets qu'on a réalisés, j'ai toujours pensé à la suite, à l'entretien, au coût, voilà, des matériaux faciles à entretenir, des Ah oui. choses, enfin, voilà. Pratico-pratique Pratico-pratique, parce que notre quotidien de femme, souvent, enfin, on a et été pratico-pratique. ma génération, on a été formatée Oui, un bah, petit peu t'inquiète. comme ça aussi. Oui, oui, je vois. Voilà. Et après, même dans l'approche globale humaine, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Je veux dire, les femmes mères que je côtoie, il y a pas souvent pas les mêmes ambitions politiques qui pourrissent la vie des gens. Là, nous, on travaille vraiment pour le bien-être de toute la communauté villageoise. On est à l'écoute tout le temps. Fait, la mairie, c'est un moulin. Mais vraiment, quand je dis un moulin, c'est on a des heures d'ouverture, mais elles sont jamais respectées. Il y a tout le temps du monde. On fait plein de trucs tout le temps. On aide les gens dans toutes les démarches dès qu'ils ont du mal, parce que nous, France Service, c'est plus loin et que ils n'ont pas tous les moyens de se déplacer. Donc, Nous les femmes? nous, les femmes, Ouais. et même des fois, quand j'ai des petits polissons dans ma commune, je lui dis: «Mais tu sais, moi, je suis mère, mais je suis aussi une grand-mère et Mmh. moi, je vais te dire en tant que grand-mère, comment il faut faire et pourquoi tu as pas fait les choses bien», et en fait, ce petit rôle éducatif, ce petit rôle, mais avec bienveillance et tout ça, c'est drôlement important et je pense que c'est peut-être plus facile ça pour une femme que pour un homme, même s'il faut des fois être un petit peu, avoir un peu de sévérité, Ouais, quand même, oui. mais 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 les ambitions sont peut-être pas les mêmes déjà non. au départ, hein. Mais complètement. Moi, je vois bien ça et Je lisais ou j'ai entendu, je sais je pen ou les 2, qu'effectivement les hommes souvent, quand même s'engagent en politique, pour rapidement accéder à des postes, des grands postes, alors que les femmes, finalement, elles sont peut-être moins dans ces ambitions alors tu sais, Sandrine, ou je vais te dire le d'utilité. fond de ma pensée, hein, Ouais, dis-moi? et je parle cash, hein, mais ceux qui me connaissent, ils savent souvent, c'est ça. Pourquoi les hommes et d'abord, ils se battent pas pour avoir des postes dans les petites communes Oui, et pourquoi ils ambitionnent des postes plus importants? C'est parce que les indemnités sont plus importantes que c'est le côté financier des choses. Parce que les femmes, elles vont aller se contenter d'une petite indemnité et dire: «Bah, je fais avec et puis, je m'arrange». Que les hommes, bah, tout de suite, il faut aller voir plus loin, il faut cumuler, il faut, voilà et puis, enfin, ça mène à faire des choses impensables pour avoir les postes et ouais, on le voit d'ailleurs en politique. bah, on voit bien comment ça se passe dans tous les partis où il faut s'écraser, les uns les autres pour pouvoir, sortir du lot. Donc, ça, je suis pas sûre que les femmes, elles soient nombreuses à être prêtes à jouer des coudes comme ça, pour ça et ce côté financier, moi, j'en suis convaincue depuis longtemps et je le vois et je veux dire, quel, homme, va aller perdre du temps, sacrifier pour, une indemnité de 500-600 € par mois, que la femme, elle va dire: «Bon, ben, voilà». Elle le fait pas pour les mêmes raisons. Voilà, Non, je elle ne le fait pense. pas pour les mêmes motivations de départ. Comment tu vois l'évolution des services de santé et de proximité dans les communes rurales à venir là? Comment tu envisages les choses? Tout à l'heure, on a Mmh. parlé de transition, hein. Tout à Mmh l'heure, mh. tu as peut-être un peu répondu puisqu'on Oui. t'a dit que les solutions d'aujourd'hui étaient peut-être que des transitions. Alors moi, je l'espère parce qu'on nous annonce depuis longtemps que ça ira mieux. Il y a 5 ans, on nous disait: «Dans 5 ans, ça ira mieux». Maintenant, on nous dit: «Ben, dans 5 ans ou dans 10 ans», enfin, j'en sais rien. Moi, je sais que ça ira pas mieux comme ça parce que fondamentalement, les conditions de travail des médecins ont changé complètement. Ils veulent plus travailler comme autrefois. Il y en a pas assez et et moi, je sais que tout le monde de la santé va devoir se réorganiser, qu'il va y avoir
des nouvelles compétences qui vont venir pour les pharmaciens, pour les infirmiers, etc., et que les médecins ne seront plus les seuls à soigner. Parce que d'abord, alors eux, ils ne sont pas contents quand on dit ça, de l'entendre. Mais il faut bien qu'ils admettent aussi que s'ils ne sont pas en capacité de le faire, il y en a d'autres qui doivent le faire. Il faut trouver des solutions, oui. Voilà. Après... Il n'y a pas quelque chose qui était justement... j'ai vu passer des articles là-dessus, sur peut-être les infirmières qui pourraient... Oui, les infirmières en pratique avancée qui peuvent faire des prescriptions. Alors, pas forcément tout, puis souvent en lien avec un médecin quand même. Il y a un autre sujet qui est préoccupant, c'est le vieillissement de la population. Parce que ça, on va rentrer dans le mur, là, bientôt, où on va avoir beaucoup de gens retraités et qui auront plus de 80 ans ou plus, qui vont nécessiter beaucoup de soins. Donc, mon inquiétude, elle est un peu là aussi, en disant, mais d'abord, on n'a pas assez d'établissements médico-sociaux pour accueillir tout le monde. Les services de soins à domicile sont à la peine. Il n'y a plus assez de gens pour travailler. Plus personne ne veut le faire. Il n'y a plus de financement dans les départements pour l'aide à la perte d'autonomie. Il y a plus... Enfin, tout ce monde-là, il est en train de s'écrouler. Alors qu'on est à un moment où le nombre de personnes âgées va augmenter et les besoins vont augmenter. Donc ça, c'est inquiétant. Je suis dans le quotidien des choses, je vois ça, mais... de toute façon, on ne peut pas rester dans les situations de blocage actuelles. Il va falloir que ça se transforme. Il va falloir trouver des solutions. Il va falloir de l'intelligence collective. Il va falloir qu'il y en ait qui lâchent un peu des trucs. Moi, je pense à l'ordre des médecins. Je pense qu'on travaille tous ensemble. Donc, quand je parlais tout à l'heure, c'est les communautés professionnelles territoriales de santé. C'est de la coordination entre tous les professionnels, etc. Je pense que là, c'est peut-être une porte qui va s'ouvrir pour aider à mettre des choses en place. Parce que quand tous les acteurs de la santé sur un territoire se connaissent et peuvent travailler intelligemment... Oui, j'allais dire en bonne intelligence. Voilà. Ça peut résoudre quand même des situations. Et après, globalement, on est dans une période, dans tous les domaines, de transition. Et on ne sait pas ce qui va sortir. Alors, j'aimerais me dire chaque jour qui passe qu'on est au fond du trou, que c'est le jour le pire et que demain sera mieux. J'en suis pas forcément sûre, c'est peut-être demain le plus mauvais jour, ce sera peut-être après-demain. Mais en tout cas, il y a bien un moment où les choses vont devoir se transformer, évoluer. Donc, il nous faudra sans doute un peu de patience. Je pense que les maires sont prêts à participer, à prendre leur part aussi pour trouver des solutions en lien avec eux, surtout dans le monde rural. Parce que moi, je distingue beaucoup le maire rural, le maire d'une petite commune et le maire d'une plus grande ville. Oui. Souvent, qu'il a tous les services qui l'accompagnent, il est là dans la représentation. Le maire rural, il a les mains dans le cambouis tout le temps. Hein. Donc, nos fonctions sont différentes. On ne joue pas dans la même cour. Voilà. Et à ce titre-là, je considère que les maires ruraux doivent obligatoirement être associés à tout ce qui se passe et prendre aussi leur part. Alors, leur part, pas forcément financièrement, parce que nos moyens sont très limités, mais en tout cas, on a peut-être aussi un sens plus pratique des choses. Il y a peut-être des solutions, des choses. Il faut qu'on se mette donc de prendre part dans cette transformation, justement, d'être aussi acteur et prendre part dans la transformation. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand, par exemple, on met en place ces tournées de médicobus, on a des points de chute. Après, c'est ouvert pour tout le monde. Et après, on va tous aller se mobiliser pour communiquer, pour faire savoir à tous les gens qui ont besoin que là, il y a un truc. Et ça marche plutôt bien. Enfin, on a des bons relais d'information parce qu'on a des choses à dire. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'infos. Il y a trop d'infos et que du coup, elle est noyée. Les choses importantes. Trop de messages, tue le message. C'est ça. Et quelque part, nous, on est des relais d'information avant tout, sans doute aussi des solutions pour des choses, mettre à disposition des locaux, s'organiser entre nous, entre plusieurs communes. En tout cas, le modèle traditionnel qu'on a connu avant... non, ça ne reviendra pas, parce qu'il faut sortir de son esprit l'idée du médecin de famille qu'on consultait à toute heure du jour, c'est fini. Le médecin, même quand on a la chance d'avoir un médecin traitant, un médecin généraliste, lui, c'est plus pour du suivi médical. C'est-à-dire que souvent, les gens, ils me disent « Mais moi, j'ai un médecin traitant, mais je ne peux même pas avoir de rendez-vous, je suis malade, je ne peux même pas le voir. » Nous, on a des gens qui vont en médicobus parce que le médecin traitant ne peut pas donner de rendez-vous, parce qu'ils ne reçoivent que ce rendez-vous, ils ne se déplacent plus jamais. Enfin, je veux dire, moi, dans mon petit EHPAD, c'est quand même dingue. On n'a pas un seul médecin traitant pour nos résidents. C'est-à-dire qu'on a 40 personnes âgées, certaines gravataires, et qui sont dépendantes simplement de notre médecin coordonnateur, qui est un médecin retraité qui vient 1 jour par semaine. C'est hallucinant. Et des fois, ils rentrent à l'EHPAD, ils ont un médecin traitant, mais comme les médecins traitants ne font plus de visites à domicile, ils ne viennent pas les voir à l'EHPAD. C'est insupportable quand même. Moi, je trouve ça insupportable. Je me dis qu'on a perdu toute
Les sens ou Ouais, tout. Enfin, ouais, ce pourquoi le médecin. quelle vocation Ouais, par la rapport à vocation. ça? Ouais, ouais, Enfin, bien sûr. moi, j'écoute le serment d'Hippocrate, c'est pas ça, hein. Mm. Et quelque part, je me dis, mais c'est pas possible qu'on s'engage dans des études de médecine, qu'on veuille pratiquer la médecine et qu'il n'y ait pas un engagement plus fort. Je parle encore Ouais, d'engagement, mais c'est ouais, non, vraiment mais je viscéral comprends, chez ouais. moi, ça. Non, l'opéra, c'est mieux. Voilà, sûrement que c'est mieux. L'opéra, il n'y a pas d'opéra, je viens pas. Ok, très L'opéra, bien. centre des impôts, oui. Dernière question, Isabelle, et après je te libère. Mais je suis bavarde aussi. Quel conseil tu donnerais aux femmes qui souhaitent s'engager, comme toi, dans Euh, la vie Dans la vie locale, municipale. Ouais. dans la vie locale, hein, comme tu l'as fait au départ, et peut-être porter après des projets plus concrets. En tout cas, voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à toutes les femmes qui vont nous écouter et qui n'osent pas aussi, tu vois. Et moi, ce que je dis à mes femmes, et même pour les prochaines élections et toutes, alors déjà, bon, elles sont assez nombreuses. Moi, je constate dans mon village que dans les associations, les femmes sont bien plus présentes que les hommes à Ah l'heure oui, oui, actuelle. oui. Alors là, je suis d'accord. Donc, après, quand on est capable de s'engager dans une association, pourquoi on n'est pas capable de s'engager dans une mairie, dans un conseil municipal? Et on n'est pas obligé tout de suite d'avoir un poste d'adjoint ou de se présenter comme maire, mais quand on commence, comme je l'ai fait, un mandat de conseiller municipal, on apprend déjà, parce que c'est pas évident. Quand on arrive dans un conseil municipal, et moi je revois encore tous mes jeunes élus, ces 2 mandats où chaque fois j'ai eu des nouveaux qui arrivent, ils sont paumés, mais perdus quand Ne serait-ce que je pense le langage, le vocabulaire, voilà, les quand pratiques. on parle du budget, quand on parle des compétences communauté de communes ou autre chose, enfin de toutes nos obligations, les normes, tout le monde est perdu. Alors je dis, déjà, on peut commencer par un mandat de conseiller municipal. Ça, c'est facile, parce qu'il n'y a pas trop d'obligations. On peut avoir 1 ou 2 représentations, ou aller un peu à la com-com sur une commission, voilà. On y va mollo, prendre la température, voir si ça plaît vraiment ou pas. Et puis après, si vraiment on se sent bien et qu'il y a une bonne équipe municipale, on va plus loin. Parce que déjà, même au cours d'un mandat, les choses, elles peuvent bouger. Il y a des postes qui peuvent aussi être revus. Et puis après, on se prépare pour le futur. Ouais, moi, mon plus jeune conseiller, il est arrivé, il avait 20 ans comme conseiller municipal. Et lui, je suis allée le chercher, j'en ai parlé parce que lui, il adore la commune et il est viscéralement attaché au village et il aime beaucoup le patrimoine. Voilà, il y a beaucoup de choses où je me suis toujours dit, lui, ce serait un super conseiller municipal parce qu'on a besoin des gens qui connaissent, qui ont des racines et qui peuvent nous apporter ça. Parce que quand on a beaucoup de nouveaux élus qui ne sont pas nés dans le village, qui ne connaissent pas, des fois, c'est dur pour eux de bien comprendre. Ouais. Peut-être que l'idéal, c'est un mix des deux. Oui, il faut les deux. Mais voilà, donc lui, je suis allée le chercher. À 20 ans, il est élu. Donc, il a tout appris. Et là, quand je lui dis, est-ce que tu veux continuer? Il me dit, ah oui. Il dit, moi, de toute façon, moi, je vais continuer. Je sais que lui, tôt ou tard, il sera adjoint, il sera peut-être maire. À un moment où il aura plus de temps, mais il a 26 ans maintenant, voilà. Et lui, il dit, moi, je me pose pas la question. Je sais d'où je suis. Je sais ce que je veux. Je lui dis, tu commences comme ça. Tu fais ton chemin tranquillement. Mais il me dit, tu veux pas savoir tout ce que ça m'a apporté. Donc alors pour les femmes, ça serait pareil? Et pour les femmes, c'est pareil, c'est la même chose. J'ai une autre conseillère qui souhaite continuer, que j'étais allée chercher et qui, elle adore ça. Elle me dit, tu vois, mon dernier quitte l'école d'ici 2-3 ans. Je me dis, j'aurais plus rien à faire au village après si je suis plus conseillère municipale. Et le fait de rester à la municipalité, ça me permet de continuer à suivre tout ce qui se passe, les projets, et d'avoir une place au sein de la commune. Mais ça, c'est super important. Je veux dire, on a chacun un rôle à jouer parce qu'on est tous différents. Différentes façons de penser, Avec des compétences aussi, une histoire différente, des compétences c'est ça. différentes. Et on a besoin d'être tous ensemble pour mener les projets. Il faut que ce soit un travail d'équipe. Donc tu dirais à la femme, Moi, je dirais dis, quoi? allez-y, engagez-vous. Moi, je repartirais sur le mot engagez-vous. Engagez-vous parce que c'est vraiment ce sens-là. Et puis, je dirais aussi éclatez-vous parce que vraiment, d'abord, on apprend énormément de choses. Oui, ça c'est vrai. Et au niveau culturel, au niveau connaissance, mais dans tous les domaines, c'est... Riche? Tu t'enrichis? Ah mais oui, mais tous les jours, tout le temps. Et c'est fou, hein, mais toi, je vais te dire un truc, c'est que n'importe où que j'aille, dans des groupes de personnes, je vais toujours aller repérer les gens qui sont élus. Pourquoi? Parce qu'on a les mêmes C'est quoi l'anecdote? sujets de préoccupation, on a les mêmes trucs. Moi, je suis partie en voyage avec des gens, on regardait le mobilier urbain, on regardait les équipements, enfin, mais Vous les avez uns les les mêmes autres, préoccupations. même préoccupation. Et d'un coup, on se dit, Réflexe.
On se dit: «Ah mais tu es élu? Oui, bah Ouais. toi aussi? Bah oui». Vous avez le même Et du code. coup et ben, en fait, on a les mêmes choses et on se repère drôlement vite et puis aussi, il y a tout ce réseau des maires, bah, tout ce qu'on peut faire. Alors bon, bah, déjà, le conseil municipal, le conseil communautaire, c'est pareil. Alors moi, j'ai la chance d'être une petite communauté de communes rurales. Donc on est tous des petites communes, 23 500 habitants pour 25 communes. Donc la plus grosse, elle a 3 800 habitants. C'est quand même donc on se connaît bien. Il y a un bon réseau de conseils municipaux. On arrive à travailler ensemble, à mener des projets. Donc ça aussi, c'est enrichissant et c'est drôlement fort. Et puis après, bah, c'est pareil, les associations d'élus, on peut y faire plein de choses. Enfin, moi, je trouve que c'est la période la plus riche de ma vie. Et encore, c'est bien différent en étant conseiller, adjoint ou maire. J'ai fait tous les postes. Et chaque fois, on franchit un palier parce que les attentes ne sont pas les mêmes dans les différentes occupations qu'on peut avoir. Mais chaque poste a apporté un grand lot de satisfaction. C'est ça qu'il faut dire, c'est que à l'heure aussi où tous les gens se cherchent, ils sont malheureux, ils sont voilà, on a tous plein de soucis, hein, je veux dire. Ouais, enfin, l'époque, elle est pas effectivement très. L'époque, elle est pas joyeuse, mais de savoir qu'il y a un endroit où on a besoin de vous. On attend de vous, mais on attend, du temps, en fait. C'est ça, un petit peu de temps et de pouvoir travailler les uns avec les autres. On demande vraiment rien de plus aux conseillers municipaux. C'est, venez passer un moment avec nous, venez participer, réfléchir à l'avenir de votre commune, monter des projets ensemble, voilà. On a besoin de vous et d'un peu de votre temps, mais on a besoin de tout le monde, Est-ce que tu rêves, la nuit de ta vie de mère? tout le temps. Si tu savais, Sandrine, mais c'est que, en fait, j'ai ça tout le temps dans la tête. Comme une entreprise? Enfin, c'est une entreprise, non? C'est une entreprise, mais le truc, c'est que ça fait partie intégrante de ma vie et que si, je passe une journée sans aller à la mairie, je vais pas te dire que je suis malheureuse, mais je pense à ça tout le temps. Est-ce que j'ai pas fait? Est-ce qu'il me reste à faire? Et ça mouline en permanence et la nuit, j'écris mes courriers, et je mais en fait, ouais, on peut dire j'ai ça dans la peau. Ça m'a gagnée, quoi et alors de temps en temps, voilà, cet été, j'ai eu besoin de couper un peu parce que j'ai eu beaucoup de fatigue et ça m'a fait du bien de couper Ouais, aussi, et après de ça a été revenir, mais ça m'a pleine été dur. d'énergie? Ça m'a Ah été oui? dur Mmh. parce que, voilà, j'ai suivi à distance quand même un petit peu sans agir parce que j'avais dit à mes adjoints: Non joignable. vous vous débrouillez», je leur ai dit, voilà. Mais en fait, c'est ça tout le temps et puis après, bah, c'est dans ma famille, ça je veux pas dire que ça a gagné tout le monde parce que Ah oui. je pense que quelque part, ils sont, Tu as aussi un peu contaminé, ta famille? non, j'ai une belle-fille qui avait essayé de se présenter aux dernières élections parce que j'ai été un exemple un peu. Mes petites filles, bah, voilà, elles sont déléguées de classe, Ça commence ça tout petit. les responsabilités aussi, ils voient, hein Ouais, OK, et c'est la chouette. il y en a une qui m'a dit, elle avait quoi? Elle avait 4 ans, elle me dit: «Mais tu sais mamie, quand tu seras morte, moi je serai mère de la grêle». Ah! Ah bah, c'est bien, Mais parfait. voilà, donc c'est drôle l'exemple parce qu'en même temps, ils sont drôlement fiers. Voilà, mes enfants, souvent, ils ont été fiers et même si j'ai pas la disponibilité que des fois ils souhaiteraient pour beaucoup de choses, et voilà, même mon mari, il me le dit pas trop. Quand on en parle, il me dit: «De toute façon, je dis blanc, je dis noir, tu en fais toujours qu'à ta tête», voilà. Mais c'est comme ça, on est des vieux mariés, c'est pas très grave. Ouais, mais c'est Et du classique. coup, mais en même temps, je sais bien, je vois bien quand, il y a des temps forts et tout, Mmh. ils sont fiers quand même Ils sont fiers de toi. de moi. Bah oui, oui, oui. C'est une aventure, collective, on va dire. Alors moi, j'ai envie de terminer ce podcast en reprenant la phrase de ta petite fille qu'effectivement, bah, la grêle, n'a pas de souci à se faire puisque ta petite fille Alors, va reprendre le flambeau. elle habite pas là, hein. Bah, elle viendra vivre là, à la grêle. En attendant, je veux dire, moi, je crois beaucoup à l'éducation par l'exemple Mmh. et le fait qu'elle me voit tout le Mmh. temps, occupée dans plein de projets, dans plein de Mmh. choses, ben, c'est ça, il y a un moment ou un autre où dans leur vie, Oui, ça ressortira. mais comme toi, c'est ressorti, Comme moi, oui, avec, ton grand-père et ton papa. c'est ça. Eh bien, écoute, est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour finir? Ou est-ce Ben, que tu as un mot pour merci. la fin? Ou Merci Sandrine de tout ce que tu fais pour nous et de la valorisation de nos fonctions parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours, sur le devant de la scène ou si on mmh, l'est, on est très critiqué, voilà, parce que les gens se rendent pas toujours compte aussi de l'investissement, le temps passé, tout ce qu'il faut faire et ça, je m'en rends compte moi maintenant. c'est beaucoup de gens qui sont à notre contact nous Mmh. disent, après coup, à quel point, ils découvrent, cette fonction. Moi, je dis que c'est une fonction, hein, c'est pas un métier, c'est pas voilà. C'est une fonction, une
période donnée de notre vie, hein, parce qu'on a un mandat avec une date de début, une date de fin, voilà. Et on est renouvelé, on l'est pas, mais en tout cas, on sait que ça s'arrêtera un jour, forcément, et qu'on a énormément de responsabilités. Et quelque part, c'est là où, on dit que le maire, souvent le maire rural, c'est la personne politique la plus appréciée des habitants. On a la proximité, hein, vraiment. Mais moi, je veux leur dire que, enfin, moi, j'en connais beaucoup, beaucoup, beaucoup des maires, mais ils font tous tout ce qu'ils peuvent pour leurs habitants. Bien sûr. Il ne faut pas qu'ils aient de doute aussi, les habitants, sur l'engagement quand même de ces personnes qui se sont présentées pour les représenter et pour améliorer leur quotidien, parce qu'à la base, c'est ça, hein, c'est faire en sorte qu'on vive mieux dans nos villages. Voilà. Eh bien, moi, je te remercie aussi, Isabelle. Merci beaucoup d'avoir pris du temps avec moi. Merci, Sandrine. Merci vraiment beaucoup. Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, eh bien vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, eh bien abonnez-vous à la newsletter. Alors soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com, tout attaché en minuscules, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram et Facebook. Je vous dévoile les coulisses des nouvelles filles de la campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!